5 octobre 1806. Après la victoire d'Austerlitz en décembre dernier, Napoléon signa la paix avec l'Autriche, tandis que l'état de guerre subsiste avec la Russie. La Prusse, n'appréciant pas la réorganisation de l'Allemagne par Napoléon après sa victoire, l'entourage du roi le pousse à la guerre et en septembre 1806, les forces prussiennes pénètrent en Saxe sans déclaration de guerre, malgré les efforts de l'empereur pour négocier la paix. C'est dans ces conditions que Lannes reprend son poste dans le 5e corps à Schweinfurt, accueilli avec allégresse par ses 21 527 hommes. Napoléon veut tenir la position centrale entre la Prusse et la Russie, même si l'armée de cette dernière n'est pas encore prête. Lannes est envoyé le 10 à Saalfeld en passant par Coburg, précédant Augereau et arrive face à Louis de Prusse. Découvrant le champ de bataille, il note que l'ennemi est dos à la salle et ne dispose que de 2 ponts pour se replier. Il met en place immédiatement son plan de bataille, tenir l'aile gauche ennemie et le front tandis que des bataillons marcheront sur l'aile droite afin de couper l'accès au pont de Schwarza. Le plan lancé, tout se déroule comme prévu, mais le prince remarque les mouvements français sur sa droite et fait envoyer un régiment pour protéger l'accès au pont. Rassuré, il tente une percée sur l'aile droite sans préparer l'assaut avec une artillerie. Les Français étant en place, les accueillent avec un tir nourri et l'ennemi se retire en désordre. Malgré cela, le prince commande de continuer d'avancer et parvient à repousser les Français ayant épuisé leurs munitions jusqu'à Pöllwitz. Lannes, arrivant avec des renforts, attaque en envoyant une troupe contourner l'ennemi, en dispersant les détachements ennemis vers la Schwarza avec la cavalerie. Pendant ce temps, l'aile droite française gagne du terrain. L'ennemi, pressé par l'infanterie et l'artillerie, est désordonné. Lannes en profite pour ordonner la charge générale, mais Louis de Prusse se lance sur le champ de bataille pour protéger et réorganiser ses troupes. La mêlée devient générale. Le prince, après plusieurs coups de sabre subis par le maréchal de logis Guindet, tombe mort au combat. C'est la débandade qui commence. À l'aile gauche jusqu'à Blankenberg et à droite passant le pont dans la Saalfeld, se repliant vers Jena suivant les ordres du prince de Hohenlohe. Lannes a su s'adapter aux circonstances de la bataille et a écrasé son adversaire qui a dégarni son centre pour protéger sa droite non préparée. N'a pas su utiliser son artillerie, éparpiller sa cavalerie, qui se conclut par la perte de 1700 hommes et 85% de l'artillerie, tandis que les Français déplorent la perte de 172 hommes. 12 octobre. Félicité par Napoléon, il se dirige vers Jena. Il défait 8000 Prussiens à Winzerla et arrive le lendemain à Jena où il découvre les colonnes prussiennes entre Jena et Weimar. Napoléon arrivant et pensant tenir le gros de l'armée prussienne, souhaite les affronter dès que possible. Alors que cette dernière, masquée par le relief et protégée par Hohenlohe, se dirige vers Neuburg, où le maréchal Davout est livré à lui-même. Le prince Hohenlohe, pensant impossible l'escalade du plateau par toute une armée, ne s'inquiétait pas de la présence française, car il pensait affronter seulement Lannes et que ses troupes gardaient les débouchés. Mais l'empereur n'est pas de cet avis et ordonne de monter l'artillerie sur les hauteurs du plateau. Le soir même, il dirige la manœuvre, encourage ses soldats exténués jusqu'à ce que la dernière pièce soit arrivée. 14 octobre, 6 h. Lannes doit entamer et mener le combat. Les troupes s'avancent et se déploient dès que le terrain le permet. Mais le brouillard est épais. On se contente de tirer au jugé pendant plus d'1 heure en se repérant sur les feux ennemis. L'apparition du soleil renforce les Français qui avancent et font replier l'ennemi. Augereau, Ney et Soult profitent de cette avancée victorieuse pour s'élancer sur l'aile gauche et droite. Hohenlohe renforce son centre et le statu quo dure des heures jusqu'à l'arrivée des renforts français. Lannes, à la tête de son régiment, s'élance pour s'emparer des hauteurs. Napoléon, constatant cet élan, lance les troupes en avant, se portant lui-même en deuxième ligne. La ligne ennemie est enfoncée et à 12h30, les Prussiens reculent. Murat avec sa cavalerie fait trembler le sol avant de sabrer, fusiller et écraser l'ennemi. La poursuite des fuyards s'engage. Lannes se retrouve face à un général prussien et sa troupe de réserve qui attaque de front en plus de le prendre de côté par la cavalerie. D'un coup d'œil, il engage 2 pièces de canon sur l'infanterie prussienne qui fuit aussitôt, manquant lui-même d'être tué par un Biscayen. Napoléon remporte sa victoire avec ses 90 000 hommes contre 59 000. Il ne se doute pas qu'il en remporte au même moment une deuxième encore plus brillante. Davout, seul avec ses 28 000 hommes, a battu le roi de Prusse et ses 55 000 hommes à Auerstadt. Les Prussiens paniqués fuient partout alors que l'euphorie règne côté français. Le lendemain, Lannes et ses 19 000 hommes sont assignés au repos après avoir subi le gros de l'effort la veille. Mais notre Gascon ne l'entend pas ainsi et écrit à l'empereur. Je crois que mon corps d'armée est le plus réuni dans ce moment, et je vois avec peine que votre majesté impériale me laisse perdre ici une journée. J'ai eu l'honneur de lui écrire qu'une partie de l'armée ennemie s'était retirée sur Neuburg, et une partie des bagages seulement sur Erfurt avec quelques fuyards. Comme je viens d'avoir l'honneur de dire à votre majesté que mes troupes étaient les plus réunies, je la prie de me faire connaître la direction qu'elles doivent prendre. Je partirai sur le champ. Si votre majesté nous laisse ici toute la journée, elle fera beaucoup de chagrin aux généraux et aux troupes composant le 5e corps. Je prie donc votre majesté de me mettre à la tête de la grande armée. La conduite que nous avons tenue hier nous donne ce droit. Puis le 17 octobre, arrivant à Neuburg, écrit à sa femme. Tu auras sans doute vu le bulletin de la grande bataille, et tu auras vu l'armée prussienne détruite en grande partie. Les hommes les plus marquants de cette armée ont été tués ou pris. Ainsi voilà notre empereur, maître du monde. Il s'est bien exposé. Je te donne ma parole, ma bonne amie, il m'a fait souffrir comme il n'est pas possible. Il paraît que nous allons à Berlin. Si nous y passons l'hiver, je t'enverrai chercher. Donne-moi souvent de tes nouvelles et de mes enfants.
Mon corps d'armée s'est couvert de gloire. Ce n'est pas à moi à en faire l'éloge. Je laisse faire l'empereur, je pense qu'il lui rendra justice. » Puis pendant que les autres corps s'occupent des fuyards, le 5e corps est envoyé assurer la route de Berlin. Le 19 à Dessau, fait réparer le pont pour traverser l'Elbe 2 jours plus tard et retrouve le 22 Davout et Augereau à Wittenberg. Puis le 24 à Potsdam, tout près de Berlin. Le roi et la reine fuyant avec le reste de leur armée, c'est le père de Louis-Ferdinand de Prusse, mort à Saalfeld, le prince Ferdinand vieil homme infirme qui gouverne la capitale. Ce dernier reçoit après sa demande sa tranquillité de rester à Berlin, appréciant la loyauté des Français. La campagne continue de se passer sous les meilleurs auspices comme en témoigne cette lettre à Louise. Il faut avouer, ma chère amie, que c'est une campagne bien extraordinaire. Il faut avouer aussi que notre empereur est un bien grand homme. Si tu le voyais, il a l'air de s'amuser. Tu ne peux pas te faire une idée de combien on l'admire dans tout ce pays-ci. C'est aujourd'hui le 24. Il n'y a pas encore un mois que nous sommes partis. En vérité, ma chère amie, ça a l'air d'un songe. Et le songe continue. Le 25, il entreprend le siège de la capitale de Spandau et fait capituler 1500 hommes par sa seule présence. Lannes, pressé par Napoléon et Murat pour suivre ce dernier, part le 26 dans des conditions de subsistance difficiles. Le pays étant ravagé par les Prussiens et la cavalerie qui les pourchasse. Lannes bivouaque à Oranienburg après une marche de 24 km et après une victoire de Murat qui le précède de 28 km. La route est reprise dans la nuit et le 27 à 9h du matin à Zdenek, il est à 1 heure de la cavalerie de Murat. Le lendemain, Lannes et Murat atteignent les Prussiens à Prenzlau. Le prince Hohenlohe, coupé de sa ligne de retraite, demande à capituler et livre 16 000 hommes dont la garde du roi de Prusse, 45 drapeaux et 53 pièces d'artillerie. Le 5e corps a parcouru 105 km en 50 heures. C'est tout naturellement que Lannes attendait les honneurs dans le bulletin de la Grande Armée. Malheureusement, aucune mention ne lui est faite. Vexé, il écrit à l'empereur et à Murat pour s'expliquer, mais cela n'est là qu'un malentendu. Napoléon, dans ses nombreux bulletins, omet souvent une partie des troupes à féliciter avant de se rattraper dans un futur bulletin. 1er novembre, Lannes à Stettin, il a ordre de se reposer, de faire le plein de rations, de réparer l'artillerie et les caissons de vivres afin d'être prêt à partir. Blücher et le duc de Weimar étant toujours dans la course. Mais il n'aura pas à s'y inquiéter car une semaine plus tard, la capitulation était envoyée. Sur les 140 000 Prussiens, il ne reste que 18 000 hommes au roi qui s'est réfugié en Pologne. La nouvelle destination de Napoléon où l'arrivée des troupes russes se dessine. La Pologne, partagée en 1795 par l'Autriche, la Russie et la Prusse, le pays disparaît mais pas son peuple, qui apprenant la débâcle prussienne, appelle à grands cris les libérateurs et frères français. Napoléon soutenant les Polonais leur fait savoir qu'il les soutiendra s'ils se révoltent. Pourtant Lannes ne partage pas cet avis et voit en eux des anarchistes qui s'entretueront une fois armés. Napoléon ayant terminé ses préparatifs, il commence le déploiement des troupes. Lannes, toujours le 8 novembre à Stettin, part avec ses 17 858 hommes pour arriver le 10 à Schneidemühl. Lannes se rend déjà compte de la pénibilité de la route. Les plaines vertes d'Italie sont loin de cette boue polonaise jugée plus handicapante que le sable d'Égypte. Son humeur reprend un coup apprenant que son corps d'armée n'a pas été félicité pour la précédente bataille d'Iéna, mais son devoir passe avant tout. Le 15 à Bromberg, il fait construire des fours pour faire des pains de seigle afin d'en rapporter au corps d'Augereau et le suit sachant qu'il ne trouvera pas un morceau de pain partout où il est passé. Le temps est abominable, mais beaucoup d'hommes tombent malades. Les soldats se plaignent, il ne peut que les encourager. Il est bloqué le 17 devant Thorn attendant les ordres de l'empereur. Le 24, il envoie le frère de sa femme Louis de Guéheneuc chercher sa femme et de l'accompagner à Berlin pour qu'il puisse la rejoindre dès que possible. Puis il part soutenir le 3e corps de Davout qui se concentre sur Varsovie entre cette dernière, Gutno et Lodz. Lannes, malade et souffrant, est autorisé à loger à Varsovie pour y faire soigner sa santé, mais refuse afin de partager le quotidien de son corps d'armée. Il faut au moins ça pour être surnommé le brave des braves ou le Roland de la Grande Armée. Lannes insiste auprès de Murat jusqu'au 1er décembre pour avoir du pain, les soldats n'ayant rien à manger depuis des jours, indiquant également l'amitié et le respect qu'ont respectivement nos deux maréchaux. Le 4 décembre, le 5e corps est enfin autorisé à entrer à Varsovie pour récupérer et réparer les ponts pour traverser la Vistule, afin d'occuper le 13 décembre Praga, les Russes ayant été repérés au nord de Varsovie. 23 décembre, toujours très malade, il est envoyé à Lablona. Le lendemain passe la Naroue et fait battre les bois à la recherche des détachements ennemis après la victoire de Davout à Sars-Novo. Le 25 à Nazielk, le 5e corps marche sur Pultusk où les Russes se concentrent. Le corps d'armée entreprend une marche de 40 km dans une région marécageuse aggravée par le dégel, la pluie et la neige fondue. Le 26 décembre à Golimine, Murat, Davout et Augereau remportent une victoire sur des Russes 2 fois moins nombreux. Lannes à Pultusk dispose de 13 500 hommes face aux 42 000 de Benningsen. Lannes, ne souhaitant pas que les Russes s'échappent du dispositif de l'empereur, engage le combat avec son adresse habituelle, ignorant les forces qui lui font face. À cause du temps épouvantable, les hommes avancent avec de la boue jusqu'aux genoux mais gardent les rangs, et mettent 3 heures à parcourir les 10 km qui les séparent des Russes. Lannes se rend vite compte des forces qui lui font face et déploie ses troupes dès leur arrivée. Le corps en place, Lannes essaye de percer le centre et la gauche ennemie. Leur droite étant très renforcée mais les bataillons se font repousser et l'accalmie se produit durant plusieurs heures. Pendant ce temps-là, l'aile gauche parvient à repousser la ligne russe, mais l'état du terrain ne permet pas de prendre davantage.
Bennigsen, apprenant l'arrivée de renforts français, rapproche son aile droite pour éviter de se faire envelopper. Les renforts du 3e corps à peine arrivés se joignent à la bataille à l'aile gauche et parviennent à faire reculer l'avant-garde russe qui est aussitôt soutenue par leurs renforts. Tandis que l'aile gauche se retrouve à nouveau stoppée, à droite, Lannes mène personnellement l'assaut et parvient à gagner du terrain. Les énormes réserves russes rendent la partie inégale et Lannes préfère se replier. Le soir, le 5e corps a repris ses positions du matin et constate à la première heure que Bennigsen a retraité, laissant l'accès à Pultusk aux Français. Lannes s'en sort avec une légère balle, mais le 5e déplore 2778 tués et blessés face aux 3500 tués et blessés russes. Le 5e corps, épuisé et confiné à Pultusk, désembourbe l'artillerie et répare le pont. Depuis le début de la campagne, Lannes assiste à des scènes effroyables dans la neige et le froid. Les soldats ont de la boue jusqu'à mi-cuisse, ou l'eau jusqu'aux genoux. Certains meurent engloutis par des lacs de boue et des scènes de suicide identiques à celles de la campagne d'Égypte se propagent dans l'armée. Lui-même, malade, peine à garder le moral. L'empereur lui-même vint s'installer le 30 décembre auprès de lui et répare son oubli dans le bulletin de la Grande Armée, couvrant de gloire le 5e corps. Le maréchal Lannes a été touché d'une balle. Le 5e corps d'armée a montré, dans cette circonstance, ce que peuvent des braves et l'immense supériorité de l'infanterie française sur celle des autres nations. Le maréchal Lannes, quoique malade depuis 10 jours, avait voulu suivre son corps d'armée. Lannes est ensuite rapatrié sur Varsovie, son état de santé se détériorant. Pendant tout le mois de janvier 1807, des échauffourées ont lieu sur toute la ligne de front. Bennigsen, estimant avoir reçu assez de renforts, entreprend une action d'envergure pour tourner la grande armée par sa gauche et lui couper ses communications. L'empereur envoie tous les corps assaillir les Russes, à part le 5e qui doit couvrir la droite. 28 janvier 1807, Lannes quittant Varsovie pour reprendre son poste en est incapable et il est remplacé par le général Savary. Néanmoins, sa femme l'ayant rejoint à Varsovie, il profite de quelques jours de bonheur. Évitant également la boucherie de la bataille d'Eylau le 8 février, 20 à 25 000 Français tués ou blessés sur 60 000. Son ami le maréchal Augereau, également malade, s'est fait attacher à son cheval pour participer au combat et a failli y passer. Les Russes ont subi autant de pertes. Lannes, bien plus malade qu'il ne le pensait, quitte Varsovie en avril et rejoint le quartier général impérial le 14 à Finkelstein, et se brouille avec l'empereur. Les raisons sont obscures, mais il écrit de nombreuses lettres à sa femme pour s'en plaindre. Je t'avoue qu'il faut bien du courage pour supporter tout le mal qu'on a voulu me faire. Tu connais l'affaire de Stettin, quelle perfidie, quelle politique infernale. Je ne suis pas tranquille. Je suis révolté, ma chère Louise, quand je pense qu'au moment où je sacrifiais ma vie pour sa gloire, il cherchait à me perdre et toujours de la même manière la plus révoltante. Je te jure, ma chère Louise, que je ne serai heureux que quand je serai loin de tous ces gens-là. Notre Gascon étant très susceptible, il suffisait de peu pour lui faire dire des mots qui dépassaient sa pensée, et de bien peu en retour pour lui faire réviser son jugement et de faire preuve d'excès d'enthousiasme. Pendant sa convalescence, c'est finalement le maréchal Masséna, qui s'occupait des Autrichiens en Italie, qui le remplaça à la tête du 5e corps. Il s'agit peut-être du sujet de discorde avec l'empereur. Cependant, il commande à partir du 5 mai le corps de réserve de la Grande Armée et arrive le 12 à Danzig, soutenir le maréchal Lefebvre qui assiège la ville et le 15 repousse les renforts russes voulant faire lever le siège, perdant 2000 morts et blessés contre 330 côté français. Danzig capitule le 24 mai, n'améliorant pas l'état d'esprit de notre maréchal qui ne cesse d'écrire des lettres de plainte, souhaitant la paix plus que tout et rentrer chez lui. Malheureusement, les tentatives de paix de l'empereur échouent. Bennigsen attaque le 5 juin à Gstaad, où le corps de Ney est isolé. Lannes retrouvant son enthousiasme conquérant, le 6 juin à Marienburg, le 7 à Bestendorf, arrive le 9 à Gstaad avec Murat, Davout, Soult, Victor, Mortier et l'empereur qui suit le mouvement. Les Russes dominant les Français jusqu'à l'arrivée de la majeure partie des troupes, abandonnent Heilsberg et préfèrent battre en retraite. Lannes, Victor, Ney et l'empereur les poursuivent, tandis que Murat, Davout et Soult sont envoyés à Königsberg, où des Prussiens sont retranchés. Bennigsen, ayant traversé la rive de l'Alle, souhaite la traverser par Friedland. L'empereur, ignorant où les Russes souhaitent déboucher, envoie Lannes de manière préventive s'emparer de Friedland, et le 14 juin, dans le village de Bostenen, déploie ses forces. Couvrant la route d'Eylau où l'empereur a établi son QG et est prêt à envoyer des renforts. Délaisse le village d'Heinrichdorf pour ne pas éparpiller ses troupes. 2 bataillons dans le bois occupent l'espace entre le bois et le village. Les grenadiers forment le centre avec l'artillerie en arrière. À 3h du matin, le canon gronde et les feux des tirailleurs se répandent sur la ligne pendant 4 heures avant que l'orage et la pluie qui empêchent la poudre de prendre provoquent une trêve forcée avant de reprendre jusqu'à midi. Lannes, qui doit tenir jusqu'à l'arrivée de l'empereur avec ses 9000 hommes contre 40 000, trompe Bennigsen sur l'ampleur de ses forces, en utilisant habilement le bois pour masquer ses réelles forces et arrive à culbuter les Russes qui s'entassent dans des espaces restreints. Et Bennigsen attaque la gauche française. Prenant le village d'Heinrichdorf, menace d'envelopper les Français. Grouchy est envoyé de l'aile droite à l'aile gauche avec les cuirassiers de Nansouty déjà présents et ont ordre d'empêcher l'ennemi de couper leurs communications même si chaque homme doit y passer. Grouchy lance une charge irrésistible et s'empare du village faisant un grand nombre de prisonniers. Les Russes réagissent aussitôt en envoyant leur cavalerie mais Grouchy est un bond et les refoule jusqu'à Friedland.
Lannes continue de profiter du terrain. La hauteur des seigles, les bouquets d'arbres, les inégalités du terrain. Ses bataillons apparaissent puis disparaissent brusquement. Son aile droite commence à affaiblir mais des renforts du 8e corps arrivent. À gauche, Grouchy repousse une deuxième tentative des Russes de s'emparer du village avant que ces derniers relancent une charge encore plus forte. Heureusement, les renforts arrivent de tous les côtés et maintiennent le statu quo. Lannes, rassuré sur sa gauche, se concentre sur sa droite, déplaçant ses corps de gauche à droite et inversement. L'ennemi croit affronter des troupes fraîches à chaque confrontation et n'ose accélérer le combat. Après plus de 30 charges d'infanterie et de cavalerie, les Russes ralentissent le combat, mais continuent à masser des troupes sur la plaine de Friedland. Malheureusement pour eux, l'empereur est arrivé, constate la faiblesse du dispositif russe. Le moulin de flèche coupant l'aile droite et gauche, et leur unique point de retraite est le goulot d'étranglement que forme le pont de Friedland. Il lance l'artillerie à droite et l'infanterie repousse l'ennemi jusque dans l'Alle où un grand nombre se noie. Mais l'artillerie de l'autre côté de la rive stoppe leur avancée puis la garde russe les repousse avant que l'artillerie française décime l'ennemi. 2600 coups de canon en moins de 3 heures. Les Russes abandonnent le terrain. À gauche, les Russes essaient d'enfoncer les lignes mais Lannes et Mortier les repoussent et se replient sur Friedland qui vient de passer aux mains de Ney et Victor. Les Russes se trouvent pris entre deux feux et se font massacrer. Il fait nuit quand les combats s'arrêtent. La victoire française est totale. Les maréchaux et soldats français ont dignement fêté la bataille de Marengo. Le corps de Lannes s'est battu de 3 heures jusqu'à 22 heures, tenant son rôle de maintenir l'ennemi nettement supérieur en nombre. La grande armée durement éprouvée déplore 1400 morts et 9250 blessés, quand les Russes comptent 10 000 morts et 15 000 blessés, en plus de la perte d'une grosse partie de leur artillerie. Dès le lendemain, l'ennemi poursuivit l'épée dans les reins et chaque heure apporte son lot de prisonniers. Lannes est à Wello écrivant à sa femme que la canaille se retire en Russie. La poursuite s'achevant au bord du Niemen. Le 19 juin, Napoléon entre à Tilsit et rencontre le prince Lobanov qui demande un armistice. Lannes, heureux de cette dernière bataille qui apporte la paix, félicité par l'empereur, toute amertume envolée, le partage à sa femme et son beau-père. Il n'a qu'une hâte, retrouver sa famille. L'armistice signé le 21 juin après plusieurs jours de ramifications. Le 25 juin 1807, l'empereur rencontre le tsar Alexandre sur le Niemen pour finaliser l'accord de paix. 5 jours plus tard à Tilsit, l'empereur récompense 27 maréchaux et généraux dont Lannes, qui obtient la deuxième plus grosse récompense en recevant la principauté de Sievert, estimée en capital à 2 674 280 francs, ainsi que le titre de prince de Sievert. Malheureusement, les événements futurs ne laisseront point le temps à l'empereur de réaliser les lettres patentes, et officiellement, il ne deviendra jamais prince. Les traités signés le 7 juillet avec la Russie puis le 9 avec la Prusse, Lannes prend la route de Paris le 12 juillet 1807. L'empereur le récompense à nouveau le 13 septembre en le nommant colonel général des Suisses. Il reçoit également comme les autres maréchaux de quoi s'acheter un hôtel à Paris, qui est l'hôtel de Rohan-Chabot, rue de Varennes, au faubourg Saint-Germain. Richement meublé, Lannes préfère néanmoins séjourner au château de Maison dans le département de Seine-et-Oise, avec plus de 300 hectares, un parc bordé par la Seine et une quinzaine de constructions dans l'enclos du domaine. Entouré de chevaux, vaches, taureaux et d'un âne, il importe également d'Espagne un troupeau de moutons mérinos. Il passe aussi plusieurs séjours dans sa région natale possédant des terres, des métairies, des moulins, l'ancien évêché et l'ancienne abbaye de Bouillat où il y réside. Révolutionnaire, il est de temps à autre la cible des royalistes, mais il a su garder des amis à chaque couche de l'échelle sociale. Humble, franc et généreux, il a par exemple offert à un ami qui lui avait prêté 1000 francs, une maison avec un jardin à côté de l'ancien palais épiscopal. Pendant ce temps-là, Napoléon continue d'établir sa nouvelle noblesse. Lannes devient officiellement le 15 juin 1808 duc de Montebello, référence à sa victoire en Italie. Ce titre de noblesse lui octroie des armoiries qui sont de sinople à l'épée d'or en pal, la poignée en bas. En juillet 1808, prend les eaux avec Murat et Ney, s'inquiétant de la tournure des événements en Espagne. À l'automne 1807, Napoléon a fait marcher des troupes françaises sur le Portugal pour faire respecter le blocus continental, mais le régent embarqua pour le Brésil, laissant les Anglais débarquer combattre les Français. Il essaya de faire monter son frère Joseph sur le trône d'Espagne après avoir chassé les Bourbons, et pour agir à sa guise, il organise une rencontre avec le tsar Alexandre à Erfurt afin de l'avoir comme allié. Lannes est envoyé l'accueillir le 22 septembre 1808 à Friedberg pour l'escorter. Il devient le compagnon privilégié d'Alexandre, s'estimant l'un l'autre. Le tsar montra de nombreux gestes d'affection, questionnant Lannes sur les sujets militaires jusqu'à leur arrivée le 27 septembre. Lannes reçut le 1er octobre le grand cordon de l'ordre de Saint-André, l'équivalent de la Légion d'honneur pour les Russes. Il est invité le soir même à dîner avec les deux empereurs en plus d'assister en leur compagnie à la pièce interprétée par la Comédie Française. Lannes passe de surcroît beaucoup de temps avec l'écrivain allemand Goethe qu'il a rencontré à Iéna, s'admirant réciproquement. La fête continua jusqu'au 14 octobre 1808, Napoléon ayant fait tout ce qu'il pouvait pour flatter le tsar et compter sur son aide pour contenir l'Autriche si elle décidait de déclarer la guerre à la France pendant qu'il s'occupait de la péninsule ibérique. Hélas, le traître Talleyrand murmura à l'oreille du tsar qu'il ne devait pas s'allier à l'empereur et il appliqua son conseil en prévenant l'Autriche qu'il ne s'interposerait pas. À Vienne, l'empereur François, conseillé par Metternich, prévoit de faire la guerre au printemps 1809. En attendant, Lannes rentré du congé passe quelques jours avec sa famille avant de partir le 29 octobre 1808 avec l'empereur pour l'Espagne.
Les Espagnols s'étant soulevés contre l'occupation française, n'acceptant pas que le frère de l'empereur Joseph soit proclamé roi, c'est aussi la première guerre où il devient l'agresseur. 3 novembre 1808, à Bayonne, l'empereur prend la tête des 10 corps d'armée. L'un lui suivant sans commandement fixe, prêt à être utilisé au gré des événements, mais 2 jours plus tard, durant la traversée du Mont Dragon, il fut renversé par son cheval avant que celui-ci ne lui retombe dessus en essayant de se relever. Le maréchal fut apporté à Vitoria. Il était couvert d'échymoses, avait de vives douleurs dans les entrailles, du mal à respirer, le visage pâle et ne pouvait exécuter le moindre mouvement. Le docteur Larrey enveloppa le duc dans une peau de mouton tout juste écorché vivant qui le fit très vite se sentir mieux. Plus de 2 heures après, la peau retirée, de nouveaux soins furent apportés et le lendemain les plus grosses douleurs avaient disparu et le corps reprenait un rythme normal. Ces soins répétés pendant 5 jours, le 9 novembre, part rattraper l'empereur et arrive le 11 à Gamonal où Soult a battu les Espagnols la veille. Malheureusement, toujours affaibli, il est contraint de se déplacer dans la voiture de l'empereur. Toutefois, il fait part à Louise de son optimisme pour la suite de la campagne. Nous n'aurons pas de bataille. Les Espagnols sont, dit-on, en fuite. Le nom de l'empereur suffit. La présence de l'empereur était indispensable ici. Depuis son arrivée, tout se brûle d'aller en avant. Je ne doute pas que tout soit terminé avant 2 mois. Le maréchal nommé lieutenant général de l'empereur part le 18 novembre avec les chevaux légers polonais de Lefebvre d'Hainaut pour battre l'armée espagnole du centre. Il prend le commandement supérieur du 3e corps du maréchal Moncey et d'une division du 6e corps de Ney. Le 19 à Logrogno, le 20 à Lodosa, il est au contact de l'ennemi devant Calahorra le 21. Les Espagnols se replient alors, il est poursuivi dès le lendemain et bivouac à Alfaro. Les 45 000 Espagnols rassemblés à Tudela semblent disposés à se battre malgré la mésentente entre 2 commandants. Le 23 au matin, il lance ses troupes marcher sur Tudela bien qu'en nombre de moitié inférieur. Constatant l'étendue excessive du front ennemi, il envisage de couper la ligne ennemie en 2 en concentrant l'effort sur sa gauche tout en contenant sa droite. La gauche française attaque en rang serré et chasse les Espagnols après 1 heure de bataille. Le renfort bloqué par la droite française, le centre étant en même temps attaqué, se replie et menacé sur 2 flancs. Toute la droite espagnole reflue en désordre vers Saragosse, sabrée par la cavalerie de Lefebvre, après 6 heures de bataille. Il dirige maintenant ses forces vers Cascante, après avoir affaibli l'ennemi en attaquant les flancs à l'aide de la cavalerie et coupé la route de Saragosse. Lannes repousse les Espagnols jusqu'au mur de Cascante et il abandonne les poursuites à cause de l'obscurité. Les Français ont perdu 700 hommes contre 3000 tués et blessés et plus de 3000 prisonniers et 26 canons. À cause de sa chute de cheval, Lannes toujours trop faible et épuisé au soir de la bataille, charge Moncey de poursuivre les Espagnols en déroute vers Saragosse, mais ce dernier manque d'ardeur et permet aux Espagnols de s'enfermer dans la ville. Tandis que les Espagnols à Cascanté se retirent sur Catalud, alors qu'ils auraient dû être pris sur leurs arrières par Ney qui s'arrête à Soria, trompé par de fausses informations. Lannes, toujours souffrant, quitte Tudela le 2 décembre pour rejoindre Napoléon à Burgos et arrive le 13 décembre 1808 à la capitale espagnole, donnant dès qu'il le peut des nouvelles à sa femme. Je me porte bien maintenant. J'ai un peu souffert de la chute de cheval. Il n'y a pas de meilleur médecin après Corvisart que la victoire. Oui, ma chère Louise, elle a été complète. Nous allons bientôt partir pour le Portugal. C'est là sans doute que les Anglais voudront se battre. Je pense, ma chère Louise, que nous sommes encore ici pour 2 ou 3 mois. Il faut bien finir pour ne pas recommencer. Je n'ai pas besoin de te dire, ma bonne amie, que je souffre d'être loin de toi et de mes enfants. Au Portugal, 30 000 Anglais et 10 000 Espagnols menacent le maréchal Soult dans le royaume de Léon. Napoléon part avec Lannes et précédé de Ney franchir le mont Guadarrama où le temps est épouvantable. La neige tombe, les bourrasques de vent font tomber les hommes dans le précipice. L'empereur montrant lui-même l'exemple, tous les hommes pieds à terre se tenant par le bras reprennent l'ascension pendant 4 heures jusqu'à un couvent au sommet qui leur permit de récupérer quelques heures avant d'entreprendre la descente et de marcher jusqu'à Medina del Campo. S'éloignant de la montagne, la température s'adoucit mais la pluie transforme les chemins en bourbiers. Néanmoins, l'empereur ne ralentit pas la marche et rattrape les Anglais qui s'enfuient vers la Corogne. Le général anglais ne se sentant pas de taille et envisage de réembarquer. Le 31 décembre à Benavente, Lannes, toujours très souffrant, continue de suivre l'armée à la poursuite des Anglais. Mais les chemins sont de plus en plus difficiles d'accès suite à ces pluies incessantes, et les Anglais détruisent les ponts et empêchent de les accrocher sérieusement. Napoléon fait marcher son armée 72 km le 1er janvier 1809 et se rassemble à Astorga. Malheureusement, l'empereur reçoit le lendemain des nouvelles alarmantes de l'Autriche qui accélère son réarmement et se doit de rentrer à Paris. Laissant Soult et Ney à la poursuite des Anglais et estimant les talents militaires de Lannes, il ne voulait pas lui confier de commandement fixe, mais l'employer partout où les situations compromettantes avaient besoin d'être promptement rétablies. C'est pourquoi il est envoyé s'occuper du siège de Saragosse, symbole de la résistance espagnole, en tant que commandant supérieur du 3e et 5e corps ainsi que de toutes les troupes employées pour le siège. Après avoir pris connaissance des opérations autour de Saragosse, il prend la route le 9 janvier, le 14 à Burgos écrit à sa femme à quel point il souffre et qu'il aurait aimé être à Paris. Mais il ne peut refuser ce que l'empereur lui demande, pour finalement arriver à Saragosse le 20 janvier 1809. Il y fait établir son QG au milieu des hommes et parcourt les travaux de siège le jour même. Il tente de négocier la reddition de la ville que Palafox, le général espagnol, refuse. Les prochains jours ne servirent qu'à repousser des sorties espagnoles de la ville et des renforts extérieurs. Lannes se rend compte de l'enfer que représente ce siège. Chaque maison est garnie d'Espagnols armés, et envoyer les troupes provoquerait une hécatombe.
Il doit alors faire le siège maison par maison. 26 janvier 1809. Le couvent de Santa Engracia est bombardé toute la journée. Le lendemain, des brèches ouvertes et praticables permettent aux Français de sécuriser la place. Dans la foulée, les couvents de Saint-Joseph et des Capucins sont pris malgré l'acharnement en défense des Espagnols. Les femmes se jetant elles aussi dans les brèches, prêtes à mourir. Malheureusement, pour Lannes, les pertes françaises sont trop nombreuses et peinent à calmer l'ardeur de ses hommes. Il insiste auprès du général Lacoste qu'on se concentre sur le minage des maisons avec comme objectif de 15 par jour. Le 30 janvier 1809, il écrit à sa femme. « Nous fatiguons beaucoup ici. Voilà plus de 8 jours que je n'ai pas fermé l'œil. Joins à cela, ma chère Louise, une santé délabrée. Mais c'est égal, je veux en finir. » Malgré son état, il est de son devoir d'encourager et d'impressionner ses hommes. Alors au moment de donner ses ordres aux officiers à couvert dans la tranchée, monta sur un tertre pour mieux y voir. Mais à demi-portée des fusils ennemis, ajoutés sur son brillant uniforme, blessèrent un des officiers. Chacun sauta se mettre à couvert à part le maréchal, comme si rien ne s'était passé, immobile, continua à parler. Le siège se poursuit, lent et meurtrier. Le 5 février, les Français sont du couvent de Saint-Augustin au Cosso. Là où l'ennemi a fait de grands préparatifs de défense, chaque maison devenant une citadelle. Pendant ce temps-là, le faubourg sur la rive gauche est attaqué, rapprochant les Français de leur objectif et rendant le blocus complet. Chaque jour, plus d'une centaine de Français sont tués ou blessés, malgré toutes les précautions prises. Les Espagnols se battent jusqu'à ce que leur maison explose, aucune reddition n'est envisagée. Mais dans la ville, la nourriture manque. Des épidémies se déclarent causant de 4 à 500 morts par jour. Les morts ne pouvant plus être enterrés, l'odeur de putréfaction se répand, mélangée avec l'odeur calcinée des bâtiments en flammes. Des soldats français racontent. Nous sommes toujours auprès de cette maudite, de cette infernale Saragosse. Quoique nous ayons pris leur rempart d'assaut depuis plus de 15 jours, et que nous possédions une partie de la ville, les habitants, excités par la haine qu'ils nous portent, par les prêtres et le fanatisme, paraissent vouloir s'ensevelir sous les ruines de leur ville, à l'exemple de l'ancienne Numance. Ils se défendent avec un acharnement incroyable et nous font payer bien cher la plus petite victoire. Tous se disputent, pied à pied, de la cave au grenier, et ce n'est que quand on a tout tué à coups de baïonnette ou tout jeté par les fenêtres qu'on peut se dire maître de la maison. À peine est-on vainqueur que la maison voisine nous jette, par des trous faits exprès, des grenades, des obus et une grêle de coups de fusil. Rarement la guerre a présenté un tableau plus épouvantable que celui des ruines du couvent de Saint-François pendant et après l'assaut. Non seulement la violente explosion qui eut lieu détruisait la moitié du bâtiment et les caveaux souterrains, dans lesquels beaucoup de familles se croyaient en sûreté contre le bombardement, mais encore elle fit périr plus de 400 ouvriers défenseurs parmi lesquels disparut tout entière une compagnie de grenadiers du régiment de Valence. L'on ne pouvait faire un pas sans heurter des membres déchirés et palpitants. Un grand nombre de mains et de fragments de bras séparés du tronc nous indiquaient toute l'énormité de la catastrophe. Un matin, une centaine d'Espagnols supplient les avant-postes français de les tuer plutôt que de les renvoyer dans la ville. Lannes les reçoit et leur reproche leur obstination à défendre la ville et faire couler tant de sang. Les malins leur donnent à boire, à manger et de l'argent et les fit reconduire à Saragosse afin qu'ils témoignent du bon traitement qui peut tous les attendre. 13 février 1809. Lannes transmet temporairement le commandement du siège pour marcher contre le frère de Palafox qui arrive avec une armée de 20 000 hommes. Mais cette dernière absente après plusieurs jours, le maréchal retourne au siège et inspecte ses lignes quand un Espagnol embusqué dans les décombres tire sur lui. Traversant son habit, hors de soi, Lannes monte dans les combles d'un couvent et actionne une douzaine de coups de fusil avant de s'arrêter, car un obusier venait de couper en deux le capitaine de génie Lepot qui l'accompagnait. Le 18 février, il lance un assaut général sur les deux fronts, s'emparant du Cosso et du Faubourg, causant plus de 3000 tués et blessés espagnols, offrant 2 jours après la reddition tant attendue. Lannes reçoit les représentants de la ville avec beaucoup d'égards et une sévérité apparente, même avec mépris, mais il reconnaît et admire le courage des Espagnols. La ville rendue, Lannes accorde un pardon général à tous les habitants sous certaines conditions. La garnison se rendra et prêtera fidélité au roi Joseph comme chaque administration et employé, où ils seront faits prisonniers de guerre en France. Le 21 février, il entreprend de faire soigner et nourrir les malades espagnols et interdit le pillage sous peine d'être fusillé sur le champ. Il fit fusiller des moines fanatiques qui avaient assassiné des blessés français. Il mit en place les mesures d'hygiène pour stopper les épidémies, exigeant des habitants la plus grande propreté. 5 mars 1809. Lannes fait son entrée dans la ville accompagné des généraux et officiers d'état-major. 200 pièces de canon tonnent dans la cité. Les habitants qui ont tant souffert mais si heureux d'avoir survécu acclament le maréchal jusqu'au parvis de la basilique. Devant l'autel, après la grande messe, toutes les autorités jurent fidélité à Don Joseph Napoléon Ier. Le 19 mars, Lannes fait son rapport à l'empereur, insistant encore son grand désir de rentrer en France, y faire soigner sa santé et indiquant les pertes espagnoles dans Saragosse, s'élevant à 54 000 personnes à cause de la contagion. Les assauts auraient causé plus de 3 000 pertes françaises contre 6 000 espagnols. Le 21 mars 1809, il reçoit enfin l'ordre de rentrer en France et part 3 jours plus tard vers Paris. Le retour ne fut pas sans danger. Attaqué par des partisans espagnols, il perdit son domestique mais arriva entier auprès de sa famille le 2 avril 1809. Néanmoins, son repos est de courte durée. L'empereur part pour l'Allemagne le 13 avril,
mais Lan diffère son départ, habité par de sombres pressentiments qu'il confie à l'impératrice, usé moralement et physiquement. Il peine à se séparer de sa famille. Cependant, son devoir l'appelle et il rejoint l'empereur le 18 avril à Donauwörth. Les Autrichiens en pleine crise économique ont accepté l'argent des Anglais pour entrer en guerre tout en profitant de l'occasion de se venger dans la dernière campagne. Menés par l'archiduc Charles, concentrant leurs efforts vers Ratisbonne, Lan, après une entrevue au château de Vaubourg, avec l'empereur qui a tout fait pour le remotiver, part vers Abensberg avec ses hommes fiers de combattre sous les yeux du duc de Montebello. Il rose des Autrichiens qui sont obligés de retraiter sur Rothenberg pour éviter l'encerclement, perdant 200 hommes contre 4000 Autrichiens puis se dirige sur Landshut avec le gros de l'armée, repoussant une nouvelle fois l'ennemi, s'emparant de 9000 prisonniers. Davout et Lefebvre ont retenu pendant ce temps-là, en infériorité numérique, le gros des Autrichiens de l'archiduc Charles et attendent les renforts de l'empereur pour terminer l'encerclement. Le 22 avril, Lan avec ses divisions prennent le château d'Eckmühl, charrié par l'empereur pour avoir perdu trop de temps avec cette bicoque, permet à Davout une attaque plus facile, et partout les Autrichiens refluent vers Ratisbonne. À Alteglofsheim, Lan souhaite poursuivre les Autrichiens avant qu'ils traversent le Danube, mais les autres maréchaux souhaitent faire reposer leurs hommes. Napoléon, se rangeant de leur côté, permet à l'ennemi de se ressaisir. Notre maréchal perdit dans la bataille son ami, le général Cervoni. Un boulet le traversa pendant qu'il consultait une carte avec le maréchal. Heureuse mort qui lui épargna la moindre souffrance. Le lendemain, le gros des Autrichiens ayant passé le Danube, l'empereur Davout et Lan marchent vers Ratisbonne, capturant ceux essayant de passer le pont de bateau. Reste à s'emparer de la ville. Ratisbonne est encerclée d'une enceinte précédée d'un large et profond fossé. Lan remarque une maison intégrée dans la muraille. Il dirige l'artillerie contre elle pour que ses débris couvrent une partie du fossé. Le maréchal appelle alors 50 volontaires avec des échelles pour escalader la muraille. Ces hommes, échelles en main, doivent descendre dans le fossé, le traverser, gravir les débris avant de mettre en place les échelles tout en étant à découvert. Tout le monde est volontaire, le hasard fait les choses, l'assaut lancé, les 50 Français tombent fusillés. L'un en redemande 50, qui sont à leur tour fusillés. À la troisième demande, le silence règne. Alors notre maréchal intrépide s'écrie. « Eh bien, je vais vous faire voir qu'avant d'être maréchal, j'ai été grenadier et je le suis encore !» Ses aides de camp tentent de l'arrêter, mais il les repousse et s'indigne contre eux. Alors Marbeau s'écrie. « Monsieur le maréchal, vous ne voudriez pas que nous fussions déshonorés, et nous le serions si vous receviez la plus légère blessure en portant une échelle contre le rempart, avant que tous vos aides de camp aient été tués. » Il lui arrache alors l'échelle des mains avec de Véry, partant avec tous les aides de camp échelle en main à l'assaut. Les grenadiers assistant à la scène retrouvèrent l'enthousiasme et s'élancent vers la muraille. En un instant, franchissent le fossé, parviennent aux murailles et noient les Autrichiens sous le nombre, permettant à la porte de s'ouvrir et aux troupes de se déployer dans la ville en flammes. Les Autrichiens bloquant le pont du Danube, Lan en profite pour s'emparer de toute la ville et d'éteindre les incendies. Malgré les victoires successives de l'empereur, l'archiduc Charles dispose encore de 80 000 hommes. Il décide alors de marcher sur Vienne. Lan est envoyé à Eckmühl récupérer le commandement du deuxième corps créé pour lui. Il arrive le 27 avril à Mühldorf, le lendemain à Burghausen, traverse la Salza grâce aux efforts du génie qui rétablirent le pont en 2 jours, poussé par le maréchal et son accent méridional, provoquant l'hilarité de ses hommes. 1er mai 1809, entre Altheim et Reid, 1500 hommes sont capturés. Le lendemain, près de Wels, les Autrichiens sont repoussés et dans leur fuite brûlent le pont de Wels et bombardent depuis l'autre rive, empêchant les sapeurs de réparer le pont, reportant la poursuite au lendemain. Au matin, Lan envoie l'artillerie permettant aux sapeurs de rétablir le pont et aux Français d'envahir la rive opposée, de battre l'ennemi et de poursuivre jusqu'à Steyr pour traverser Lens le 5 mai et d'arriver à Sankt-Peter. Le 7 mai à Melk, l'aide de camp Marbeau accepte en pleine nuit avec 5 bateliers et 6 grenadiers de traverser le Danube et capture 3 Autrichiens qui confirment la voie libre jusqu'à Vienne. L'empereur, après les avoir richement récompensés, donne aussitôt le signal de départ. Lan l'accompagnant arrive à Sankt Pölten le jour suivant et profite du répit pour écrire à sa femme. « J'ai resté quelques jours, ma bonne amie, sans t'écrire. Nous sommes nuit et jour en marche. J'ai chargé l'abbé Doyer que j'ai dépêché près de l'empereur de te dire que je me portais bien. Tout va on ne peut pas mieux. J'espère que la campagne ne sera pas longue. Je te recommande bien, ma chère Louise, de ne point t'inquiéter. Tous les dangers sont passés. Occupe-toi bien de faire arranger maison. Je te donne carte blanche. J'ai reçu ta lettre avec le tableau du travail de nos enfants. Ils sont vraiment bien aimables, tous. Je te prie, ma chère Louise, de bien les embrasser pour moi. Adieu, ma bien bonne Louise, je t'aime de tout mon cœur. » 10 mai 1809. Lan ayant ouvert la route, parvient à Vienne et investit facilement les faubourgs, l'ennemi s'étant retiré derrière les remparts. Les Autrichiens, sachant la victoire impossible, s'empressent de traverser le Danube pour rejoindre l'archiduc Charles et laissent une maigre troupe négocier la reddition de Vienne. Signé le 13 mai, épargnant la ville et de nombreuses vies. L'empereur souhaitant obtenir une victoire décisive, il décide de tenter le passage du fleuve en amont par Lan et par Masséna en aval, pour finalement se concentrer sur l'aval face à l'île de Lobo, pendant que Lan détournera l'attention de l'ennemi en amont pour faire croire à une traversée. Pendant ces opérations,
l'empereur sauva la vie de Lannes. Ce dernier ayant trébuché dans le Danube, Napoléon sauta dans l'eau jusqu'à la ceinture pour tendre la main à son ami. Le maréchal, angoissé, reçoit tous les matins le docteur Lanfranc pour se confier. Il lui parle de sa famille, sa maison, l'art militaire et surtout de la guerre. « Je crains la guerre », je le dis à l'empereur. Le premier bruit de guerre me fait frissonner, mais aussitôt que j'ai fait le premier pas, je ne songe qu'au métier. Nous perdons ici du temps. Depuis 10 jours, je voudrais avoir rejoint les Autrichiens. Vous entendez la musique de ce régiment ? Eh bien, c'est pour étourdir les hommes, et les mener à la mort sans qu'ils s'en doutent. Il faut que tous les officiers paraissent sur le champ de bataille, aux yeux du soldat comme s'ils étaient à la noce. 20 mai 1809. Lannes reçoit l'ordre de se tenir prêt à traverser le Danube après le 4e corps de Masséna, qui parvient jusqu'au village d'Aspern et confirme à l'empereur installé sur l'île de Lobo que le gros des Autrichiens les attend. La traversée du fleuve est lente et difficile à cause de la montée de la crue qui brise le pont. À l'aube du 21 mai, 25 000 hommes ont traversé face aux 95 000 Autrichiens qui prennent position en un large demi-cercle. Masséna est chargé de défendre l'aile gauche à Aspern, alors que le corps de Lannes n'a pas encore effectué la traversée. Napoléon lui confie le commandement du centre et de l'aile droite de la division du maréchal Bessières. Le dispositif de l'empereur fait croire à l'ennemi que toute son armée a traversé. L'archiduc préfère alors être prudent et prendre les deux villages d'Aspern et Essling. Masséna, le plus proche, est le premier à faire face à l'ennemi. Perdant et reprenant le village à plusieurs reprises, il manque de peu de se faire tuer. Pendant ce temps, Lannes à Essling s'appuie sur le vaste grenier de 3 étages pour repousser les Autrichiens en surnombre, au-delà de tout espoir. L'archiduc se décide alors à percer le centre français qui isolera les deux villages. Lannes, saisissant le danger, envoie Marbot ordonner à Bessières de charger à fond. Vexé, il obéit tout de même et charge avec le général Espagne qui succomba pendant l'assaut. Le maréchal faillit lui aussi trépasser, mais Lassalle et sa cavalerie vinrent à leur secours. Après plusieurs charges, les Autrichiens s'arrêtent et sauvent le centre français. Nos 25 000 hommes ont tenu pendant 6 heures avant l'arrivée des renforts. L'ennemi envoie de nombreux corps flottants en amont du fleuve pour qu'ils brisent le pont. Les réparations faites, les troupes fraîches rejoignent les deux villages qui sont aux mains des Français à la tombée de la nuit. Lannes décida de se rendre auprès de Masséna pour recevoir le bilan de l'aile gauche accompagné de Marbot. Celui-ci l'aperçoit auprès du maréchal Bessières qui, reconnaissant Marbot, se précipita vers lui et lui crie « Ah, c'est vous, monsieur. Si ce que vous avez dit tantôt provient de vous seul, je vous apprendrai à mieux choisir vos expressions en parlant à vos supérieurs. Et si vous n'avez fait qu'obéir à votre maréchal, il me rendra raison de cette injure, et je vous charge de le lui dire. » Le maréchal Lannes, s'élançant alors comme un lion, passe devant Marbot et apostrophe Bessières. « Je vous trouve bien osé de gronder un de mes aides de camp. Celui-ci, monté le premier à l'assaut de Ratisbonne, a traversé le Danube en bravant une mort presque certaine, et vient d'être blessé en Espagne, tandis qu'il est de prétendus militaires qui de leur vie n'ont reçu aucune égratignure, et n'ont fait leur avancement qu'en espionnant et dénonçant leurs camarades. Et que reprochez-vous à cet officier ? » « Monsieur, dit Bessières, votre aide de camp est venu me dire que vous m'ordonniez de charger à fond. Il me semble que de telles expressions sont inconvenantes. Elles sont justes, monsieur, et c'est moi qui les ai dictées. L'empereur ne vous a-t-il pas dit que vous étiez sous mes ordres ? L'empereur m'a prévenu que je devais obtempérer à vos avis. Sachez, monsieur, s'écrie Lannes, que dans l'état militaire, on n'obtempère pas. On obéit à des ordres. Si l'empereur avait la pensée de me placer sous votre commandement, je lui offrirais ma démission. Mais tant que vous serez sous le mien, je vous donnerai des ordres, et vous obéirez. Sinon, je vous retirerai la direction des troupes. Quant à charger à fond, je vous l'ai prescrit parce que vous ne le faisiez pas. Que depuis ce matin, vous paradiez devant l'ennemi sans l'aborder franchement. Mais ceci est un outrage. Vous m'en rendrez raison. À l'instant même, si vous voulez, lui répondit Lannes en mettant la main à son épée. Mais Masséna les intima de se séparer. Messieurs, vous êtes dans mon camp. Je ne souffrirai pas que vous donniez à mes troupes le spectacle scandaleux de voir 2 maréchaux mettre l'épée à la main, et cela devant l'ennemi. Je vous somme donc, au nom de l'empereur, de vous séparer sur le champ. Les 2 hommes se radoucissant, regagnent leur bivouac. Pendant toute la nuit, malgré une nouvelle rupture du pont, les troupes franchissent le Danube. Le 2e corps de Lannes a entièrement traversé, et le 3e de Davout est en route. Lannes a pourtant de mauvais pressentiments en les témoignant à Lanfranc. Au revoir. Vous ne tarderez probablement pas à venir nous retrouver. Il y aura de la besogne aujourd'hui pour vous. Et pour ces messieurs, ajoute-t-il en montrant plusieurs chirurgiens et pharmaciens qui se trouvent avec le docteur. Lannes et Masséna disposent maintenant de 60 000 hommes, mais ont 2 fois moins d'artillerie que l'ennemi. Cependant, notre maréchal va pouvoir laisser son tempérament offensif s'exprimer. À gauche, Masséna massacre les Autrichiens qui avaient gardé l'église sous leur contrôle. À Essling, on se fait submerger avant de les chasser grâce au renfort d'une division. Selon le plan de l'empereur, Lannes doit enfoncer le centre ennemi pour les pousser sur la gauche, où ils subiront le feu de Masséna pour terminer dans le Danube. Lannes fait avancer ses troupes de 3 km en 1 heure, l'élan français est irrésistible, la retraite ordonnée autrichienne commence à se transformer en débandade, l'archiduc Charles va en personne remotiver ses forces mais rien n'y fait. Lannes continue sa marche et envoie Bessières et sa cavalerie terminer l'infanterie ébranlée. Cependant, les Autrichiens ont réussi à briser le pont et empêcher la traversée du corps de Davout et du réapprovisionnement des munitions.
Stoppant l'offensive française, l'archiduc apprenant la nouvelle rallie ses troupes et fait vomir 200 pièces de canon sur la division de Saint-Hilaire. Lannes se portant à la tête de la division, leur rappelle la retraite à Marengo avec ce calme et ce sang-froid dont il paraît s'embellir au milieu du danger, et ramène ses troupes à leur position initiale, tout en repoussant plusieurs charges de cavalerie et tenant en respect la ligne autrichienne. À peine arrivés, les forces ennemies relancent leurs assauts. Avec l'aide de Lassalle et Marulaz, Lannes étale son art de la guerre. Ses soldats ne rompant à aucun moment leur formation, à leurs yeux, il est le demi-dieu de la guerre. L'archiduc ne parvenant pas à percer le centre, s'acharne sur les villages. L'empereur envoie ses réserves pour les appuyer et Lannes part pour Essling. Les Autrichiens repoussés, ils vont devoir tenir jusqu'à la tombée de la nuit avant de retirer sur Lobau conformément au plan de l'empereur. Lannes à Essling, avec peu d'hommes et plus de cartouches, beaucoup de ses proches ont été touchés, et alors qu'il discutait avec son ami le général Pouzet, une balle perdue le toucha la tête et le tua net. Secoué, il alla s'asseoir sur le revers d'un fossé. 4 soldats passèrent devant lui avec le cadavre de son ami et s'écria « Ah, cet affreux spectacle me poursuivra donc partout !» Et il partit s'asseoir sur le bord d'un autre fossé, la main au visage, les jambes croisées, quand un boulet de 3 arrive en ricochant, rencontre son genou gauche et la cuisse droite. Lannes est renversé sur le coup. Ne s'apercevant pas de ses blessures, demande à Marbot qui s'est précipité vers lui. « Je suis blessé, c'est peu de chose. Donnez-moi la main pour m'aider à me relever. » Mais cela est impossible. À demi évanoui, il refuse qu'on le transporte avec le manteau de son ami Pouzet et demande qu'on le traîne avec ce que l'on peut. Les grenadiers improvisent à brancard et l'évacuent sur l'île de Lobau. Le chirurgien Larrey se précipite à son secours. Il trouve le maréchal avec un visage décoloré, des lèvres pâles, des yeux larmoyants, une voix et un pouls faible. La cuisse droite ne présente aucune blessure irrémédiable, mais le genou gauche est détruit. Les os fracassés, ligaments déchirés, rupture des tendons. Après concertation et avec d'autres médecins, sa jambe est amputée en moins de 2 minutes. L'empereur, apprenant la nouvelle, ne peut retenir ses larmes, et accourt à son chevet pleurant à chaudes larmes, comme tous les soldats assistant à la scène. Lannes, persuadé de sa fin, murmure « Je crois qu'avant 1 heure, vous aurez perdu celui qui fut votre meilleur ami. » L'empereur le rassure du mieux qu'il peut. Même Bessières montre son affection, et il est envoyé de l'autre côté du Danube, pendant que l'armée se retire et brise le pont. Les jours qui suivirent rassurèrent les médecins et l'empereur, qui se rassurait lui-même, communiquait à tout le monde que le maréchal s'en sortirait. Lannes envisageait déjà de se faire installer une jambe de bois. Malheureusement, le 28 mai 1809, une fièvre pernicieuse s'installa. La gangrène s'est propagée, couplée avec des périodes de délire où le maréchal s'imaginait sur le champ de bataille. Il appelle, donne des ordres, lance la charge. Le 30 mai, il demande à voir l'empereur qui passe 1 heure à son chevet mais il n'a rien pu dire. Après une nouvelle crise, il connaît quelques heures d'apaisement. Reconnaissant Marbot, il lui parle de sa femme, ses enfants, son père, puis paraît s'endormir et rend son dernier souffle à l'aube du mercredi 31 mai 1809. L'empereur, abattu, ordonne qu'il soit embaumé. Il écrit à sa femme Louise « Ma cousine, le maréchal est mort ce matin des blessures qu'il a reçues sur le champ d'honneur. Ma peine égale la vôtre. Je perds le général le plus distingué de mes armées, mon compagnon d'armes depuis 16 ans, celui que je considérais comme mon meilleur ami. Sa famille et ses enfants auront toujours des droits particuliers à ma protection. C'est pour vous en donner l'assurance que j'ai voulu vous écrire cette lettre, car je sens que rien ne peut altérer la juste douleur que vous éprouverez. » Il annonce sa mort héroïque dans le bulletin de la Grande Armée, et son corps est envoyé à Strasbourg avec celui de son ami Saint-Hilaire, jusqu'au 22 mai 1810. 13 coups de canon et le son des cloches annoncent le départ du cortège. Des troupes forment une haie et présentent les armes, accompagnées par des détachements de tous les corps, tambours battants. Sur le trajet, emprunté par le convoi, les manifestations d'admiration et de tristesse se multiplient, en témoigne le colonel Dupuis. Dans tous les départements que j'ai traversés en transportant le corps de son Excellence, j'ai été à même de juger jusqu'à quel point se portaient les regrets et l'admiration du peuple pour le héros qui en était l'objet. Partout les magistrats, les militaires, le peuple jetaient des fleurs sur la tombe et toujours aussi les larmes s'y mêlaient. Des couronnes y étaient partout déposées. Chacun à l'envie me demandait l'honneur de veiller près de lui. Traversant surtout le département de la Marne, un sentiment plus profond se faisait remarquer. Chacun y regrettait un héros et un père, et voulait coopérer à rendre plus solennel encore le service divin qui se faisait en son honneur. Le convoi arrive à Paris le 2 juillet 1810 sous le dôme des Invalides. Son corps exposé pendant 4 jours sur une estrade ornée de drapeaux enlevés à l'ennemi, où le maréchal s'est illustré. 6 juillet. La cérémonie faite, il est escorté par un impressionnant cortège au Panthéon où les portes de la crypte se refermeront après le discours du maréchal Davout. Simples soldats, généraux, maréchaux, aides de camp, médecins, duchesses, même le tsar Alexandre témoignent de l'amour et de leur tristesse quant à la perte du maréchal, que l'on pourrait résumer par la phrase du Vélite Billon. Nous l'aimions, ce chef intrépide, c'était notre Roland.
Sois garant de nos âmes, fier maréchal.